donc pour ces différentes prises de parole, ces différentes interventions. Bonsoir à vous, si vous nous rejoignez sur LCP, notre édition spéciale se poursuit. Soyez donc les bienvenus, c'est donc l'heure des choix après le grand débat national, ultime discours du Premier ministre dans l'hémicycle avant les arbitrages présidentiels attendus. Alors quand? On ne sait pas, sans doute peut-être la semaine prochaine. On va y revenir dans le détail avec Elsa Mondingava, avec Valérie Brochard qui nous attend de salle des 4 colonnes à l'Assemblée. Bonsoir à toutes les deux. Analyse et réaction à vos micros dans un instant. Et quatre invités m'accompagnent sur ce plateau. Benoît Simian, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Député La République En Marche de Gironde. Valérie Lacroute, bonsoir. Bonsoir à vous. Député Les Républicains de Seine-et-Marne, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis, merci d'être avec nous. Enfin, Frédéric Michaud, bonsoir. On vous retrouve, directeur du département Opinion et politique d'Opinionway, l'Institut de sondage, je le répète, qui a fait la synthèse des 2 millions de contributions en ligne de ce grand débat national. Que retenir au fond du discours du Premier ministre? Alors, a-t-il avancé sur le terrain des réponses politiques? Changement de méthode peut-être? Pas changement de cap, pourrait-on résumer les choses ainsi? Vous voyez des choses comme ça aussi, Elsa, ce soir? Exactement, hein, Myriam, un Premier ministre qui s'est d'abord félicité du succès du grand débat, un risque d'après lui qu'a pris le gouvernement. Il a parlé des 3 thèmes qui ont émergé en parallèle des 4 thèmes imposés par le gouvernement, la santé, la dépendance, l'éducation. Il fait aussi le constat que certaines préoccupations des Français ont été absentes de ce grand débat, le chômage par exemple, la sécurité, le monde, l'Europe. Voilà un Premier ministre un peu étonné que ces thèmes n'aient pas fait écho dans ce grand débat. Et puis, il y a un Premier ministre qui a également fait un mea culpa, mais un mea culpa, vous l'avez dit, Myriam, pas vraiment sur le fond, plutôt sur la méthode. Écoutez, Édouard Philippe. Après bientôt 2 ans de gouvernement, c'est une invitation pour nous à corriger la méthode, à prendre en compte de nouvelles priorités. Sur beaucoup d'autres points, ces exigences rejoignent des transformations que nous avons engagées, des choix que nous avons faits. Baisser les impôts, rénover notre vie démocratique, engager la transition écologique, construire des réponses adaptées au territoire, tout cela rejoint les engagements de campagne du président de la République, tout cela rejoint la feuille de route de ce gouvernement, tout cela rejoint les chantiers qui se déploient depuis presque 2 ans. Ce que nous disent les Français, c'est qu'ils ne voient pas assez les résultats, que les choses ne bougent pas assez vite, c'est une puissante incitation à redoubler d'efforts. Le président de la République présentera prochainement ses orientations. Voilà un Premier ministre qui promet une grande transformation, des annonces concrètes, puissantes, mais ces annonces, elles seront dans la bouche du président de la République. Merci beaucoup Elsa Mondingava, on vient vers vous dès que vous avez d'autres réactions à votre micro. Benoît Simian, en gros on ne change rien sur le fond, c'est ça l'idée? On continue les transformations, comme dit le président de la République, la réforme, plus vite, plus fort, changement de méthode sur la forme, mais pas de cap. Vous prenez le risque quand même de décevoir? Alors, d'abord, moi, je ne suis pas député du gouvernement, je suis député de mon territoire, le Médoc, la Gironde. De la majorité, la République En Marche, je le rappelle. Je note et je constate comme vous aujourd'hui, parce que l'heure est ce soir aux commentaires politiques, nous n'avons pas eu de décision, de solutions qui ont été avancées. Le Premier ministre a dit que le président de la République donnerait des solutions puissantes et concrètes, loin des vieux clivages. Parce que oui, la gauche et la droite, beaucoup d'ailleurs sur les bancs de la majorité sont issus de la gauche et de la droite, ces familles politiques ont échoué. Et ce que nos concitoyens ont souhaité en 2017, c'est justement, quelque part... Mais est-ce que vous partagez l'analyse du Premier ministre qui dit au fond ce qui s'est passé avec le grand débat, avec la crise, valide nos choix politiques? Le Premier ministre dit il faut corriger la méthode et nous allons le faire. Et ça, c'est un vrai virage. La solution passera, à mon sens, par les territoires. Le Premier ministre a dit aussi tout à l'heure, il a cité un exemple, la Creuse, la Bretagne, les solutions territoriales à la carte sur mesure, avec cette différenciation territoriale et à mon avis, l'atterrissage, moi qui prône pour l'application d'urgence du pacte girondin, devra se faire avec des solutions territoriales. On va parler peut-être, si on a le temps, de la décentralisation, mais de façon générale, Valérie Lacroute, au fond du sur-mesure, du cas par cas, un changement de méthode, mais pas de cap. Ça peut suffire?
Ben non, ça peut pas suffire. D'ailleurs, on le voit bien ce soir. Sincèrement, le débat n'est pas terminé. On l'a bien vu dans le discours, la déclaration du Premier ministre et dans sa réponse qu'il vient de faire là, on est toujours en débat. Il a débattu avec les interventions de chaque groupe politique. Et d'ailleurs, il l'a dit, le président de la République va proposer des mesures, on ne sait pas quand. Donc on est dans un débat qui ne se termine pas, puisqu'on a 5 mois de débat, plus de 80 heures de débat du président de la République. Et sincèrement, nous, c'est très sincèrement, au niveau des Républicains, nous, c'est ce qu'on dit. Son objectif, c'est de faire durer les discussions jusqu'aux européennes pour voir effectivement quel sera le résultat des européennes pour la République en marche. Et peut-être qu'après, il proposera des mesures. Mais des mesures, nous, on en a proposé déjà, les Républicains. On a fait une contribution. Et on va y venir. On a participé, on a voulu être positif et participer. Et très sincèrement, ce soir, on est très déçus de la prise de position. Stéphane Peu, sur ce discours. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a une phrase qui, de mon point de vue, résume tout. Le Premier ministre dit, je le cite, « Nous allons redoubler d'efforts dans la continuité des choix que nous avons faits jusqu'à présent. » Bon. Quand le président de la République, la semaine dernière, à Saint-Brieuc, a eu cette formule en disant ni reniement, ni entêtement. Ce qui est, bon, et en même temps, Macron laisse un peu d'espace à l'interprétation. Moi, j'ai eu le sentiment, et je pense que les Français qui espéraient beaucoup dans ce grand débat vont être très déçus. J'ai eu le sentiment, en écoutant le Premier ministre cet après-midi, que lui, il choisissait entre le reniement et l'entêtement. C'était clairement l'entêtement. L'entêtement dans des choix politiques qui sont massivement et majoritairement rejetés par les Français, notamment les choix d'une très très grande injustice fiscale qui ont marqué le début de ce quinquennat et qui marquent au fer rouge cette majorité. Et si il n'y a pas de virage sur cette question fiscale, à mon avis, cet entêtement sera très préjudiciable. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais justement, la fiscalité, c'est peut-être la seule certitude qu'on ait à ce stade. Je vous donne la parole pour connaître l'état de l'opinion sur le sujet des impôts. Frédéric Michaud, dans un instant, les impôts devraient baisser, c'est ce que répète l'exécutif. Première demande à l'issue du grand débat, mais ces baisses d'impôts n'iront pas sans réduction de dépenses. Écoutez, Édouard Philippe, il en profite au passage pour tacler un certain François Fillon. Les Français ne nous demandent pas, mesdames et messieurs les députés, de faire preuve d'imagination fiscale, mais de baisser leurs impôts. Et ils font preuve de clairvoyance et de responsabilité. Une clairvoyance et une responsabilité qui mériteraient, je crois, de faire école. Ils savent qu'on ne peut pas baisser les impôts sans baisser la dépense. Ils savent que les dettes sont toujours remboursées et que c'est un fardeau que nous n'avons pas le droit de léguer à nos enfants. Et ils savent que réduire la dépense publique, ce ne doit pas simplement être des incantations. J'ai entendu certains, il y a 2 ans, réclamer le départ de 500 000 fonctionnaires, sans préciser lesquels. Les mêmes regrettaient la réduction des emplois aidés, alors qu'ils avaient proposé leur suppression complète. Être pour les économies en général et contre la baisse des dépenses en particulier, ça n'a aucun sens. Le courage ne doit pas être le grand flou. Voilà, Frédéric Michaud, la baisse des impôts, c'est ce qu'attendent les Français ? Alors, en tout cas, c'est un thème qui a été très présent dans les réponses des participants en ligne au grand débat. Il y a un thème très clair, c'est celui de l'exaspération fiscale, du ras-le-bol fiscal. Ne pas augmenter les impôts, ça c'est une évidence, c'est la solution qui est toujours la plus faiblement citée. Ne pas augmenter les impôts pour tous, y compris les plus riches, au nom de la justice ? Baisser les impôts, et là on demande de baisser la TVA, notamment la TVA sur les produits de première nécessité. Ça, c'est un point qui est très important. Et puis, de baisser l'impôt d'une manière générale, en particulier l'impôt qui est payé par la classe moyenne. Mais à la question de la justice fiscale. Oui, comment faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? Il y a 2 grandes séries de mesures qui ont été évoquées par les participants. La première, c'est la généralisation de l'impôt. À tous, faire en sorte que tous les citoyens soient assujettis à l'impôt, y compris les personnes avec les plus faibles revenus, en payant peut-être 1 euro symbolique, par exemple. Il y a cette idée-là, et peut-être l'idée que ça pourrait financer les services publics, mais dans la même question, il y a aussi l'idée de taxer davantage les plus hauts revenus, supprimer les niches fiscales, rétablir l'impôt sur la fortune, par exemple. Alors justement, c'est tout l'intérêt de ce grand débat, la justice fiscale, les baisses d'impôts. Pour votre collègue André Chassaigne, le patron du groupe,
Le gouvernement n'a rien compris. Écoutez. Aucune réponse gouvernementale digne de ce nom ne se dessine. La déconnexion est totale avec les revendications de notre peuple. Le peuple dit justice fiscale. Vous entendez baisse des impôts. Le peuple réclame de la solidarité nationale. Vous entendez baisse des dépenses publiques. C'est proprement à désespérer. Benoît Simian, là-dessus, cette question au fond entre justice fiscale et baisse des impôts, c'est deux lectures différentes tout de même sur le fond. Oui, nos concitoyens demandent en effet de la justice fiscale. On l'a vu avec les événements que traverse le pays week-end après week-end. Ils demandent aussi d'ailleurs un retour à l'ordre public, c'est ce qu'il y a de plus urgent. Et puis, dans un même temps, en effet, comment baisser l'impôt ? Moi je pense que la solution c'est en responsabilisant les territoires. Cet après-midi aux questions au gouvernement, il y avait une question justement sur le traitement des fonds européens. Aujourd'hui le traitement des fonds européens se fait par la région, remonte à Paris et réinstruit une seconde fois pour in fine débloquer l'argent et in fine on va sans doute perdre 700 millions d'euros. Le ministre de l'Agriculture a plaidé coupable, a dit oui, ça ne fonctionne plus. Donc il y a en effet une urgence à simplifier, à moderniser les outils. De l'autonomie dans les territoires, y compris fiscale. Et c'est le virage qui est en train d'être pris, en tout cas, je l'espère. Valérie Lacroute, on a le sentiment que voilà, le gouvernement va les baisser, les impôts, y compris pour les plus modestes, ceux qui rentrent dans l'impôt sur le revenu. On n'a pas les arbitrages, bien sûr, mais c'est exactement ce que vous proposez. Vous applaudissez. On a le sentiment que se dessine quand même un certain nombre de solutions que les Républicains proposent. Oui, mais ça là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, ça fait plus de 2 ans qu'on propose un certain nombre de mesures, notamment la baisse des impôts pour les classes moyennes, la fin de l'augmentation de la CSG, mais dans le même temps, la réduction des dépenses publiques. Et je crois que c'est là-dessus que le gouvernement nous a pas entendus. Alors, j'ai bien vu... On va remettre des fonctionnaires sur le terrain, c'est ce que dit le gouvernement. Le Premier ministre a dit ça tout à l'heure. Nous a un peu taclé tout à l'heure en parlant du programme de François Fillon. Il n'empêche que je vais vous donner un exemple très simple, puisque moi j'étais députée maire, donc on va pas revenir sur le cumul des mandats, mais ça avait son sens. Mairie de Nemours, les agents, très concrètement, faisaient 34 heures par semaine, payés 35. J'ai proposé à l'ensemble des agents de venir à 35 heures, puisque les impôts des Nemouriens permettaient. Vous avez fait des économies. Et très concrètement, je vais vous donner un exemple très simple. Les agents ont travaillé 1 heure de plus par semaine, 1/4 d'heure de plus par jour, ce qui a permis la création l'équivalent de 5 temps pleins et surtout d'augmenter la plage d'ouverture des services publics. C'est-à-dire qu'en clair, la mairie a été ouverte 1/4 d'heure de plus par jour, c'est-à-dire que le service des affaires scolaires, le service urbanisme, on a proposé à nos concitoyens 1/4 d'heure de plus de services publics. Les solutions tout en existent, faisant des économies. Dites-vous, pour faire des économies en réduisant les impôts. Voilà, Stéphane Peu, attendez, un collègue de Seine-Saint-Denis est aux 4 colonnes et veut réagir. Et je vous promets que je vous donne la parole, vous l'aurez, et vous prendrez le temps de déplier votre argumentation. Priorité au direct, comme on dit en télévision. Éric Coquerel au micro de Valérie Brochard. Oui, Myriam, absolument. Éric Coquerel, bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise. Vous avez participé, vous aussi, à ce débat sans vote qui suit la grande concertation nationale. Le Premier ministre l'a dit, pas de mépris. Pas de mépris envers ceux qui ont pris le temps de parler, de manifester, de remplir un cahier de doléances. Est-ce que pour vous, toutes ces contributions, finalement, n'ont pas de valeur ? Non, ceux qui ont manifesté, bien sûr que ça a de la valeur. Ça fait maintenant des mois qu'ils disent des choses. Et même, à certains moments, ce qui est sorti du grand débat, dont nous contestons le grand succès qu'essaie de nous vendre le gouvernement, mais qu'importe. Quand c'était des expressions directes, non pas filtrées, vous savez, par le fameux algorithme qui nous donne aujourd'hui des résultats, on observe que c'est à peu près les mêmes revendications qui reviennent. Contre l'injustice fiscale, pour plus de démocratie, contre les privilèges. Et ça, manifestement, quand j'entends le Premier ministre, le gouvernement n'entend pas l'entendre. Et s'il ne l'entend pas, je crains qu'il n'applique aucune mesure de ce qui est proposé et voulu par les Français. Vous l'avez dit dans votre intervention, le gouvernement, le Premier ministre
n'entend pas l'immense exaspération. C'est ça qui va se passer dans quelques jours quand le président de la République va faire déployer ses grands chantiers. Alors, vous savez déjà, l'exaspération, elle est là. Et elle ne se traduit pas seulement par le nombre de gilets jaunes tous les samedis. Dans toutes les enquêtes d'opinion, tout confirme qu'une grande majorité de Français continuent à soutenir les propositions qui sont mises sur la table. Donc oui, je crois qu'il y a une exaspération contre cette politique très personnelle d'Emmanuel Macron, à certains moments qui, elle, est méprisante par l'espèce de mise en scène de sa personne qu'il continue à entretenir, et puis par une politique qui ne fait que favoriser les privilégiés. Quand les gens demandent rétablissement de l'ISF et qu'on leur répond oui, on a compris, on veut baisser tous les impôts, donc on ne va pas rétablir l'ISF parce que ça augmenterait les impôts. Vous voyez bien que ça ne correspond pas aux demandes qui sont posées, et je crois que lundi, nous n'avons pas grand-chose à attendre de la part d'Emmanuel Macron de ce point de vue-là. Pas grand-chose à attendre, pardon. Et pourtant, le Premier ministre a parlé de décisions puissantes. Qu'attendez-vous alors ? À mon avis, par exemple, le vote blanc va être annoncé. Il va nous remettre en scène la réforme institutionnelle qu'il vise surtout à minorer le poids de l'Assemblée nationale encore, qui est déjà largement trop minoré. D'ailleurs, on est en train de le montrer avec des débats sans aucun vote, donc on se demande bien à quoi on sert pour ce président de la République. Et puis, je crois qu'il va continuer à annoncer des mesures très dures d'un point de vue économique, parce que moins de dépenses publiques, c'est moins de solidarité, c'est moins de services publics, c'est moins d'argent pour l'éducation. Vous allez voir que c'est ce genre de mesures qui vont être annoncées, et non pas celles voulues par les Français, au contraire, plus de services publics, moins de privilèges fiscaux pour les plus riches. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'être venu à notre micro. Voilà, Éric Coquerel qui croit savoir ce que va annoncer le président de la République. Stéphane Peu, c'est intéressant sur les dépenses publiques. Éric Coquerel n'y croit absolument pas sur la question des fonctionnaires, puisque ce que nous dit le Premier ministre ce soir, c'est que certes, on ne peut pas baisser les impôts sans réduire la dépense publique, mais que sur les services publics, il va y avoir des fonctionnaires à nouveau dans les territoires de façon la plus proche, retour du service public de proximité. Vous y croyez ? Moi, j'ai entendu, pour être un peu positif, j'ai entendu une parole de contrition sur la numérisation, la dématérialisation à tout va. Depuis 2 ans, on vote des lois où on va tout régler par le numérique, mais on est en train de s'apercevoir. Zone blanche. Et au-delà des zones blanches, on s'aperçoit que tout ça déshumanise les services publics, ça éloigne les services publics. Avec des personnes derrière des guichets, bien et pas sûr seulement. Il y a une vraie fracture numérique dans des notre lignes, pays, tout le monde n'y a pas accès. Internet. Moi, je suis dans une ville à Saint-Denis où il y a eu 2 centres de sécurité sociale qui ont fermé. C'est une catastrophe pour les personnes, parce que tout ne se règle pas par un ordinateur, quand bien sur même ça, on fait vous avez le s'en servir. sentiment que le gouvernement a entendu ce qui remontait Je sais du grand pas, débat. en tout cas, il a l'air de reconnaître que la dématérialisation, qui était quand même la vache sacrée de cette majorité jusqu'à présent, ils ont l'air de dire que c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de toutes les réformes à venir. Cela étant, juste un mot quand même sur les impôts, parce que c'est un point qui est quand même crucial dans ce grand débat. Moi, il y a une musique désagréable dans la parole du Premier ministre qui consisterait à laisser croire que les Français seraient un peuple ingouvernable, qu'il y aurait 66 millions de demandes individuelles, contradictoires, et que le gouvernement, garant de l'intérêt général, serait obligé de faire avec un peuple ingouvernable. Mais ce n'est pas ça que disent les Français. Il y a une très grande cohérence, parce que le mérite du grand débat et du mouvement des Gilets jaunes, enfin de toute la période que l'on vient de vivre, c'est une repolitisation. Ça a été dit, nous avons en France un peuple très politique, et donc très conscient des enjeux, et très responsable dans les choix et dans les propositions qu'il fait. Or, qu'entendons-nous sur la question de la fiscalité ? On entend trop d'injustice fiscale. Pas trop d'impôts, trop d'injustice fiscale. Et il y a des propositions qui viennent dans le grand débat, par exemple d'avoir plus de tranches, de façon à ce que l'impôt soit mieux réparti entre les différents revenus, et que, les effets de seuil. Et que les couches moyennes qui concentrent l'essentiel du poids et de la charge de l'impôt sur le revenu ne soient pas sans cesse les dindons de la farce du système fiscal français. Ça, c'est plus de solidarité en augmentant les tranches. La question de la TVA, les Français disent pas seulement on veut une TVA réduite ou à 0 sur les produits de première nécessité. Ils disent s'il y a une TVA sur 50 produits de première nécessité juste pour survivre et pour manger. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il faut que Bruxelles donne son accord. Normalement, oui, mais d'accord, c'est difficile. Il y a l'unanimité des 27 ou des 28. Oui, mais reprenons aussi un peu de souveraineté. C'est aussi ça que disent les Français. Okay. Reprenons un peu de souveraineté nationale. Mais ça passe aussi par une augmentation de la TVA, éventuellement, sur des produits totalement accessoires et de luxe, et les produits importés.
pour ne TVA, pas... justice voilà, fiscale. TVA, Benoît justice, Simian. et puis je termine, l'impôt sur la fortune quand même. Enfin, bon, je sais que... Mais il y a quand même 77% des Français... Vous l'avez dit et redit dans ce débat. Allez, on commence par l'ISF. Est-ce que vous pouvez répondre là-dessus? D'abord, le raccourci TVA, c'est plutôt séduisant. Mais quand on regarde concrètement dans le quotidien des Français, ça ne leur amènerait pas le pouvoir d'achat dont le Premier ministre parlait dans son discours tout à l'heure. Il a bien conscience qu'en effet, après la crise de 2008, c'est là que le pouvoir d'achat des Français a clairement chuté. Donc, à mon sens, ça, c'est du gadget. On ne va pas faire ce soir le concours l'épine de la mesure. Le programme qui avait été prévu, qui avait été donc vendu aux Français, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Et ça, c'est du concret, Vous dites c'est qu'on s'en tient immédiat. au programme, Oui, on n'en le sort programme, pas. ce qui n'était pas prévu dans le programme, c'est la désindexation des retraites sur l'inflation. Donc, en effet, ce sont des marqueurs très forts. Moi, je soutiens le haut commissaire de Levoix dans sa conduite de la réforme sur les retraites. Là aussi, l'âge légal, nous n'en avons pas parlé pendant la campagne des présidentielles. Donc revenons Benoît à Simian, pour l'essence être très même du clair, programme du vous président dites de la République. non au recul de l'âge légal de 62 ans. Je dis, non revenons à nos à fondamentaux, l'indexation des le pensions sur les corpus retraites. qui a fait ce mouvement citoyen En Marche, sur lesquels nos concitoyens nous ont fait confiance, et ne tombons pas, en effet, dans les mesures gadgets qui ont été rejetées. Et on voit bien Je aujourd'hui, retiens on prend aussi en que pleine vous face êtes 30 contre ans un certain d'échecs de nombre de politique mesures publique. suggérées par l'exécutif ce soir, et vous représentez Non, la pas du majorité, tout, qui pas ne du sont tout. pas dans le programme présidentiel. Attendez, c'est pas... Celles qui ne sont pas dans le programme présidentiel. Voilà. On est d'accord. Je voudrais qu'on avance et qu'on parle d'un grand absent de ce débat. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre Édouard Philippe dans l'hémicycle. Il parlait du chômage. Écoutez. Le chômage, mesdames et messieurs les députés, est assez largement absent de ces échanges. Sans doute surplombe-t-il les paroles des Français qui nous parlent de pouvoir d'achat, de mal-vivre, de temps partiel subi qui expliquent des fins de mois difficiles, mais cette absence, ce silence nous disent aussi peut-être à quel point notre société s'est d'une certaine manière résignée à ce chômage de masse, qu'il est devenu une donnée, une fatalité et non plus un mal à guérir. Valérie Lacroute, c'est vrai qu'on peut s'étonner, le chômage n'est pas prioritaire dans les attentes des Français, que ce soit dans les sondages, aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat, ou dans le grand débat. Oui, alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le président de la République et le Premier ministre avaient choisi un certain nombre de thèmes. Et c'est vrai que dans les thèmes choisis, le thème du chômage n'était pas le thème essentiel. Donc, on peut effectivement... Orienter les questions, c'est ce que vous suggérez ? Quand même, très clairement, puisque la sécurité a été totalement mise de côté. Le sujet d'immigration, qui est un vrai sujet et qui vient sur la table au niveau des élections européennes, a été totalement écarté. Donc, je pense que ce sujet-là avait été effectivement mis de côté. Alors, c'est facile maintenant pour le Premier ministre de faire le constat, parce que c'est quand même ce qui s'est passé ce soir. Mais là, le Premier ministre a l'air de défendre sa politique pour l'emploi, oui, peut-être, je ne dirais pas au détriment, mais en tout cas en complément de la politique pour le pouvoir d'achat. C'est normal, mais ce qu'on retient quand même ce soir, c'est que au travers de ces 35 minutes d'intervention, il a fait le constat des manquements. Il s'est en même temps félicité qu'effectivement ce grand débat avait été une réussite. Très concrètement, et je le redis, maintenant ce qu'on attend, des vraies propositions. On est quand même le 10 avril. C'était normalement, à peu de choses près, la date fatidique de présentation de propositions. Et là, on nous a encore dit ce soir qu'il n'y avait pas de date, pas de calendrier. Et donc les Français sont en droit d'attendre des vraies mesures, des vraies propositions pour qu'on puisse en débattre à l'Assemblée nationale. Stéphane Peu, pourquoi, à votre avis, le Premier ministre souligne l'absence du chômage dans ce grand débat national ? Non, mais parce que je pense que dans la tête du Premier ministre, c'est pas tant l'objectif de vaincre le chômage, en tout cas dans le discours de cet après-midi, que d'utiliser le chômage de masse comme un argument très ancien dans ce pays. Tous les gouvernements l'ont utilisé pour peser à la fois à la baisse sur les salaires et peser en faveur des mesures de précarisation du travail. On a justifié le temps partiel, on a justifié les contrats courts, on a justifié la précarisation accrue de l'emploi par le chômage de masse et la nécessité de lutter contre le chômage de masse. Or, les Français constatent aujourd'hui que tout ce qu'on leur dit au nom du chômage pour
ne pas augmenter les salaires, accepter la précarité de l'emploi, n'a pas été efficace pour lutter contre le chômage de masse. Et comme par ailleurs, on leur répète à satiété qu'il faut importer le modèle allemand, le modèle anglais, etc., et qu'ils constatent que là où on gagne quelques points sur le chômage, on augmente massivement, comme c'est le cas en Allemagne, la pauvreté et le salariat pauvre. La majorité va vous répondre. Les Français se disent, nous, en France, on peut prétendre, au regard de notre histoire, à un autre modèle de société. C'est vrai, Benoît Simian, que l'argument, au fond, augmenter le SMIC, c'est pénaliser l'emploi. On l'entend tout le temps dans la bouche du gouvernement. D'abord, comment on baisse le chômage? C'est en améliorant la compétitivité de nos entreprises. Parce que, oui, nous sommes dans une économie de marché globalisée. Et la concurrence est féroce. Moi, je le vis. Nous sommes en pleine guerre commerciale. Et là, clairement, les relations internationales sont compliquées. J'ai sur mon territoire Ford, aujourd'hui, qui décide de suspendre la production de boîtes de vitesse automatiques. Donc ça, c'est des sinistres industriels sur nos territoires. Mais en même temps, on voit bien que c'est sur nos territoires que toutes les innovations naissent, que toutes les créations d'emplois se créent. On ne peut pas tout décider depuis Bercy et imposer, en effet, telle ou telle solution. Donc il faut faire confiance à nos territoires qui peuvent être créateurs d'emplois et en investissant sur la formation et l'éducation, et c'est ce que nous faisons. Il y a quand même des succès dans nos politiques publiques. Le dédoublement des CP-CE1 porté par Jean-Michel Blanquer, c'est une véritable réussite. Le plan formation et compétences porté même par la ministre du Travail, c'est une réussite dans l'éducation. Allez, ça fait du bien d'avoir du consensus entre les partis politiques de temps en temps. Elle a annoncé un plan massif de 2 milliards d'euros sur la formation et les compétences. On va pas refaire le débat. Clairement, c'est un choix misé sur l'industrie du futur, l'économie du futur, notre jeunesse, parce que ce qui compte, c'est ça. Et valoriser en effet les travailleurs pauvres. Je pense notamment à nos aidants, les aides à domicile, les personnels des EHPAD. Et là, il y a un véritable chantier. Non, mais c'est les chantiers à venir. Donc on voit bien qu'on ne va pas tout régler comme ça en 2 secondes, alors qu'on hérite de 30 ans d'échecs de politique publique. Il nous reste quelques minutes et je voulais vous faire entendre un dernier son d'Édouard Philippe qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au fond, Édouard Philippe dit il y a une remontée de terrain des citoyens dans ce grand débat national, c'est de réduire le budget de la défense. Or là, il n'en est pas question. Preuve que tout n'est pas parole d'évangile dans ce grand débat. Écoutez. Et il faut relever que lorsqu'on interroge les Français sur les économies à faire en matière de dépenses publiques, ceux qui ont répondu proposent d'abord de réduire notre effort de défense. Ce n'est pas, mesdames et messieurs les députés, le choix que nous avons fait, bien au contraire. Le monde dans lequel nous vivons est dangereux. Et il ne va pas l'être moins dans les années qui viennent. Ce danger peut être loin de nos frontières, il peut aussi se manifester au plus près de chacun d'entre nous. Valérie Lacroute, là-dessus, vous ne pouvez qu'être d'accord, et pourtant, ça fait partie des demandes des citoyens. Oui, mais ça, vous savez, c'est toujours un peu les travers des débats. Quand on s'assoit autour d'une table, et on l'a bien vu, je peux ramener le débat aux parlementaires, et tout à l'heure, notre invité le disait, c'est la façon dont sont abordés les sujets. On se met autour d'une table, on arrive avec une opinion précise, et puis finalement, on débat autour de cette table, et puis on dit, finalement, non, vous voyez, sur le non-cumul des mandats, par exemple, la plupart des Français qui sont arrivés dans le débat public disaient non au cumul des mandats. Et puis finalement, ils s'aperçoivent que d'avoir eu un député maire, c'était l'occasion d'avoir des maires, des gens, des élus de proximité qui remontent à l'Assemblée nationale un certain nombre de préoccupations du territoire. La réduction du nombre de parlementaires, c'était aussi de dire oui, il faut réduire le nombre de parlementaires, il coûte cher. Et puis finalement, quand on discute, on s'aperçoit que finalement, son parlementaire, on le voit 4-5 fois dans l'année. Et si on réduit le nombre de parlementaires, on va le voir que 2-3 fois. Donc voilà, sur la défense, parfois... sur la culture, c'est souvent des sujets qui sont un peu sacrifiés. Vous êtes évidemment d'accord là-dessus ? Pas question d'y toucher ? Oui, bien, à partir du moment où le Premier ministre prend les grandes missions régaliennes de la France, que sont la défense, la justice, la sécurité intérieure, on est tous d'accord, à une nuance près quand même, c'est que quand on parle de la défense et de la place de la France dans le monde, auquel nous sommes, nous, très attachés, nous, communistes, très attachés pour des raisons historiques et toujours aujourd'hui. Si on prend les dangers du monde tel qu'il est aujourd'hui, dépenser 14 millions d'euros par jour pour être doté de l'arme nucléaire, par rapport à la réalité des dangers du monde, ça peut être une question. Ça peut.
dites-vous là-dessus rapidement? Il y a très clairement des choix qui ont été faits depuis 2 ans avec des augmentations de crédits sur l'armée, donc avec une loi de programmation militaire ambitieuse, une augmentation des crédits sur la sécurité. Donc clairement, en effet, on ne badine pas avec la sécurité des Français. Et là, il faut maintenir le cap. Et vous savez, la politique, c'est le temps long. À Paris, c'est le temps long, et sur nos territoires, c'est le temps court, c'est l'opérationnel, c'est le concret. Il faut laisser du temps au temps. Ouais, c'est du temps au temps. Dernière question, dernier tour de table, plus politique peut-être. On a pu s'étonner d'entendre Christian Jacob très en verve, discours très musclé à l'égard de ce gouvernement à qui il ne pardonne rien, déconnexion totale d'Emmanuel Macron avec les revendications de notre peuple, et il revendique au passage de nouvelles élections, ce qui veut dire sous-entendu une dissolution. Est-ce que les Républicains ont changé de stratégie et rejoignent la France Insoumise ou le Rassemblement National qui réclame Avec eux François aussi Fillon. une dissolution, Madame Lacroute? Oui, Expliquez-nous. Alors, effectivement, j'ai entendu dans son discours l'éventualité d'une nouvelle élection. Alors, après avoir relu ce qu'il avait écrit, je pense que c'est une façon de dire au président de la République attention, vous allez dans le mur. Je pense qu'il faut vraiment vous poser la question. Mais c'est une suggestion et pas un changement de pied stratégique. Non, c'est pas un changement de pied. D'un mot, il faut conclure, c'est la fin de ce débat. Juste un mot, parce que moi j'ai noté quand même que le Premier ministre entendait surtout de l'oreille droite, et moi j'ai interprété Vous êtes sur un vieux schéma. Non, mais j'ai interprété le discours de Jacob comme étant avec une politique tellement à droite, comment exister. Bon, allez, merci, on va s'arrêter là. La force de l'esprit, lui. Merci à tous les trois, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup d'être venus en direct sur LCP. On se retrouve dans un schéma plus classique, si j'ose dire. Ça vous regarde revient demain, 19h30. Très belle soirée sur LCP.